Bonjour. Oh mon dieu, je suis tellement heureux de pas être vous et de pas avoir vos problèmes. Mais je déconne. Ou pas. Bref, bienvenue à l'Astronomicron. Voilà, j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes bien dans vos pompes, que vous êtes en pleine forme, que... Hypocrisie, attitude de celui qui cherche à paraître aux yeux d'autrui tout différent de ce qu'il est en réalité, en affectant des pensées, des intentions ou des qualités qui ne sont pas les siennes, ainsi que des sentiments qu'il n'éprouve pas. Bien à vous. Bref. Aujourd'hui, nous allons continuer notre exploration sur l'immense et effroyable infini univers, infâme infortune de la facétieuse folie, forcé de falsifier les informations sur le fossoyeur, affamé et affalé, par l'aéronef abstractif et faussé par son fabuleux phare fastidieux de faire Il face... suffit! Ferme-la et viens-en, fais sale fou! Va te faire foutre, fais le citron. Pardon? Oh merde, il m'a entendu. Aujourd'hui, nous allons donc parler des nébuleuses, ces fabuleux nuages dans lesquels tout le monde se noie pour oublier sa peine, rêver de choses merveilleuses, translucides, opaques, chaises, dromadaires... Alors nébuleuse vient tout d'abord du latin nebula, qui signifie nuage. Alors en gros, une nébuleuse, c'est un nuage gigantesque composé principalement de gaz et de poussière. Alors c'est généralement beaucoup plus gros que notre système solaire, hein, mais si on parle du système solaire jusqu'au nuage d'Oort, c'est vrai qu'il y en a qui sont plus petites. Mais bon, elles sont plus petites qu'une galaxie, hein, puisqu'elles se trouvent dans les galaxies. Le hamburger de Gomez, non mais il trouve de ces noms des fois. Attention cependant, car les nébuleuses n'ont pas une taille générale approximative comme peuvent en avoir les planètes par exemple. Elles peuvent par exemple atteindre la taille d'un mois-lumière, comme elles peuvent avoir une taille de plusieurs années-lumière. Même si ça se dit pas souvent un mois-lumière. Pour vous donner une idée, la nébuleuse la plus grande connue à ce jour est la nébuleuse de la Tarentule, et elle fait environ 600 années-lumière de diamètre. Elle se trouve dans le grand nuage de Magellan, qui est une petite galaxie naine juste à côté de la nôtre. Enfin, c'est une galaxie satellite à la Voie lactée en gros. Je vous rappelle donc que le système solaire, la distance entre le soleil et l'héliosphère doit faire à peu près 1-2 jours-lumière. Donc en gros, la nébuleuse de la Tarentule doit avoir un diamètre environ 250 000 fois plus gros que la distance qui sépare le soleil de l'héliosphère. Non, vous n'y arrivez toujours pas avec les grands nombres? Eh bien, ce serait comme comparer en gros allez, la taille d'un éléphant avec celle de la France, voilà. Bon, je sais, c'est pas super comme métaphore, mais bon, voilà quoi, je suis pas spécialisé dedans, merde, à la fin, moi j'en ai marre comme je dis tout le temps. Je suppose que la plupart d'entre vous connaissent les piliers de la création. Non, peut-être pas par leur nom, mais vous les avez peut-être déjà vus une fois sur internet ou sur des magazines d'astronomie, je sais pas. Eh ben, elles n'existent plus. Effectivement, elles ont été détruites par une supernova il y a de cela 6000 ans. Et comme elles sont à 7000 années-lumière de la Terre, il ne nous reste plus que 1000 ans pour les observer. Bon, comme vous l'avez certainement remarqué, le nom des nébuleuses proviennent généralement de leur forme ou de leur position dans l'espace. Par exemple, la nébuleuse d'Orion se nomme ainsi car elle se trouve dans la constellation d'Orion. Pour les formes, on peut aussi en citer beaucoup, hein, comme par exemple la nébuleuse du papillon, de la tête du cheval, l'œil du chat ou bien nord-américaine. La nébuleuse nord-américaine, ça doit forcément être un complot des USA. Ben, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que les USA en Amérique du Nord. Ah, quelqu'un aurait-il enfin remarqué? Bon, sinon, il y en a plein d'autres, hein. Il y a le pélican, la flamme... Les nébuleuses adorent observer les astronomes. Elles sont tellement belles et jolies... Ce ne serait pas plutôt l'inverse? Ah oui, pardon, oui, les astronomes adorent observer les nébuleuses. Je crois que s'il y a des extraterrestres sur une planète dans ces nébuleuses qui nous observent et qui trouvent nos astronomes sexy, j'ai raison. On peut éventuellement voir des nébuleuses à l'œil nu sur Terre. Il y a par exemple la nébuleuse d'Orion qui est à 15 années-lumière. Même si on ne la voit pas autant que la Lune, on l'aperçoit comme une étoile. C'est déjà ça. Je pense d'ailleurs que certains artistes devraient s'inspirer de ces nébuleuses au lieu de pisser sur une toile en disant que ça représente la décadence de l'ouvrier du 19e siècle dans l'obscurité de la luminescence de Marx. Mais ça se trouve, c'est ça? Qu'est-ce que t'en sais? Non, je crois surtout qu'ils avaient une envie pressante et qu'ils savaient pas où étaient les toilettes. Alors ne croyez pas qu'une nébuleuse c'est rempli de couleurs, que c'est super beau, que ça donne un côté gai. Par gai et joyeux, je veux dire. En effet, certaines nébuleuses sont très sombres, je pense notamment à la nébuleuse du Cône. Au centre de certaines de ces nébuleuses brillent quelques étoiles tellement fortes qu'elles éclairent toute la nébuleuse. Et si ces étoiles n'étaient pas là, on ne verrait pas, ou du moins difficilement, la nébuleuse. Du coup, elle est pas tout à fait sombre. Enfin, si, la majorité sombre. Bon, je vous expliquerai après. Enfin, imaginez si une nébuleuse était super proche de la Terre.
Ou même encore si notre système solaire se trouvait dans une nébuleuse. On verrait des couleurs toute la journée, on verrait un nuage plein de couleurs, plein de gaieté toute la journée, même peut-être la nuit. Et là, nos enfants nous demanderaient... Dis papa, pourquoi il y a tant de couleurs dans le ciel? Comment tu fais pour t'enfuir de la cave, Jimmy? Je t'avais pourtant dit d'y rester. Tu ne m'as pas écouté, Jimmy. Tu m'as désobéi, Jimmy. Je vais à présent devoir te punir. Tu le savais pourtant, Jimmy. C'est qui ce Jimmy? Ce serait magnifique, non? Ben, le problème, tu vois, c'est qu'on ne verrait pas grand-chose hormis la nébuleuse, donc bon, on ne verrait même pas les étoiles, tu vois, et donc notre aspect de l'univers serait uniquement cette nébuleuse. On pourrait croire que tout s'arrête à cette nébuleuse, tu vois? Non, je vois pas. Ben, tu me répètes, tu vois, depuis tout à l'heure, donc non, s'il y avait une nébuleuse dans le ciel, on pourrait pas voir le reste de l'univers. Ouais. Et maintenant, la récompense de la blague la plus désastreuse de l'année est attribuée à... Eh bien, aucun suspense, puisqu'il s'agit de Omicron avec sa blague sur le tu vois pas. Et maintenant, passons à notre prochaine catégorie. Voilà, si bien... Hein. La personne ayant répété le plus souvent deux fois, fils de p*** ce mois-ci. Alors, les nominés sont... Wesh bien ou bien, swag, YOLO swag, DS du 95, je précise avec des accents sur toutes les lettres. Et wesh gros représente le 96, ici la famille 3756, swag obey, wesh tu sais le XDPTDR qui vas-y comment tu me regardes? Putain, je regrette d'avoir quitté mon poste chez McDo, moi. Bref, revenons-en à nos chiens. Moi j'aime les chiens. Comme je l'avais expliqué dans le premier épisode sur le système solaire, on suppose que pour le système solaire ait pu exister, il y a eu une nébuleuse avant. Mais d'où vient cette nébuleuse? D'où viennent toutes ces nébuleuses? Et combien y en a-t-il dans l'univers? Les étoiles se forment grâce aux nébuleuses, qui ont été formées elles-mêmes par les explosions d'étoiles, qui ont été formées elles-mêmes dans des nébuleuses, elles-mêmes créées par des explosions d'étoiles. Mais dans ce cas, ce serait comme la poule et l'œuf. Qui est apparu en premier, la poule ou l'œuf? Qui est apparu en premier, les étoiles ou les nébuleuses? Tout un tas de questions auxquelles je ne répondrai pas car je n'en sais fiche rien. Au revoir. Bon, comme vous le verrez après, les nébuleuses ne se forment pas que grâce aux étoiles qui explosent. Mais je pense qu'il est maintenant temps de voir les différents types de nébuleuses. Il y en a 5 principales. Est-ce que ça vous dit de les connaître? Non. Parfait, cet épisode est à présent terminé. Merci de l'avoir regardé et à bientôt. Non, sans blague, trouvez le gars qui a dit non et castrez-le pour que ça ne se reproduise plus. Que ça ne se reproduise pas, c'est-à-dire qu'il ne puisse plus dire non, ou qu'il ne puisse plus faire d'enfants. Les deux, hein? Les deux, voilà. Bien, voyons tout d'abord le premier type de nébuleuse. Nous avons tout d'abord les nébuleuses à réflexion. En fait, ce sont des nébuleuses qui n'émettent pas de lumière par elles-mêmes. Elles réfléchissent la lumière des étoiles voisines. Comme par exemple la nébuleuse de la tête de sorcière. La tête de sorcière. Abracadabra, je te change en attardé mental. Ah zut, ça n'a pas marché. Est-ce que c'est parce que t'es juste qu'une nébuleuse? Non, c'est parce que t'es déjà un attardé mental. Fatality. Ces nébuleuses peuvent être d'ailleurs à l'origine de naissance d'étoiles. Ensuite, nous avons... Attends, c'est tout ce que t'as trouvé à dire sur les nébuleuses à réflexion? Oui... Et tu crois pas que tu pourrais en dire un peu plus, non? Ben, franchement, sur celle-là, j'ai pas trouvé forcément grand-chose à dire, donc désolé. Ouais. Me vire pas, je t'en supplie, me vire pas, je t'en supplie, me vire Je vais pas. renvoyer! J'ai eu chaud. Je veux pas te faire peur, mais virer et renvoyer c'est la même chose. Non, ferme-la et laisse-moi savourer ce moment, s'il te plaît. Hein. Ensuite, nous avons les nébuleuses H2, qui sont les nébuleuses dans lesquelles se forme la majorité des étoiles. On a par exemple la nébuleuse d'Orion dans la nébuleuse Mais H2. il va nous foutre la paix, avec sa nébuleuse des oreillons. Bon, ça va. On peut aussi citer la nébuleuse de la Rosette, car elle ressemble à une rose. Et ouais. D'abord... Oh mon chéri, t'as vu, c'est notre nébuleuse à nous, ça. Hein, t'as vu? Ouais, j'ai vu. Hein, t'as vu? Oh, elle ressemble trop à la rose que tu m'as offerte lors de notre premier rendez-vous. Hein, t'as vu? Hein? Oh, elle est tellement belle. Hein, t'as vu? Hein? Oui, j'ai vu. Elle est trop belle, cette rose. Oh mon dieu, mais qu'elle est mignonne, cette rose. Hein, t'as vu? Oui, j'ai vu ta putain de nébuleuse de rose à la con, sale pute. Il est pas comme les autres, lui. Lui, il est parfait. Pas comme tous les ex incalculables que j'ai eus. Mais comment les étoiles peuvent naître dans ces nébuleuses? Eh bien, c'est l'œuvre de la gravitation. Bon, je sais, je vous fais chier avec ça depuis le premier épisode, hein, mais bon, c'est pas ma faute, hein, c'est comme ça. Les amas de gaz et de poussière de la nébuleuse vont se rassembler en un point quelconque grâce à la gravité.
et vont petit à petit se transformer en étoiles et en planètes qui vont l'accompagner, s'il y en a. Voilà, c'est tout, pas plus compliqué que ça, hein. Des questions? Comment on fait? Question, parfait, on passe à la suite. Quand de nouvelles étoiles naissent dans ces nébuleuses, il peut parfois se produire un jet gigantesque, car elles rentrent en contact avec le gaz, la poussière et tout ça qui l'entoure. Alors du coup, ça fait un gros... La drogue, c'est mal, vous voyez. Et on caractérise même ces jets comme étant des nébuleuses. On peut notamment citer l'exemple du Air Big Arrow 47 que voici. Ça... Attendez une minute. L'étoile expulse un jet très loin et ce jet ressemble à... Bref, ensuite, on a quoi dans la liste? Ah, les rémanents de supernova. Ouais. Rien qu'à leur nom, vous comprenez ce que c'est, n'est-ce pas? Donc j'ai pas besoin de vous expliquer. Alors, Si tu veux leur expliquer immédiatement, car tu sais que c'est ton job de faire ça, et on ne fait pas son travail à moitié, compris demi-portion? reçu 5 sur 5, chef! Sale guignol. Ah, je suis sûr qu'il m'aime bien ce Vélocitron. Je suis sûr qu'il m'aime tellement que je vais en devenir l'employé du mois. Bref, pour faire court, un rémanent de supernova, c'est en gros une nébuleuse qui provient en général d'une supernova. C'est-à-dire une explosion géante, d'une étoile géante et même parfois d'une naine blanche. Cela va donc projeter toute la matière de l'étoile pour au final créer une nébuleuse. C'est un peu comme l'explosion d'une bombe nucléaire, hein, sauf que là c'est beaucoup plus puissant qu'une bombe nucléaire. Petite joueuse. Pour vous donner un exemple de ce genre de phénomène, en 1054, une étoile supergéante a explosé à 6300 années-lumière d'ici. L'explosion était tellement puissante qu'on pouvait même la voir le jour. Certains croyaient même qu'un deuxième petit soleil était apparu selon les archives. Et elle a disparu au bout d'environ un mois. Un peu comme votre salaire, hein. Au bout d'un mois, il disparaît avec tous les impôts, les taxes, la maison à refaire et votre femme qui prend tout pour faire du shopping. Aujourd'hui, lorsque l'on regarde l'exact endroit où a eu lieu la supernova il y a 1000 ans, enfin non, elle n'a pas eu lieu il y a 1000 ans, disons qu'on l'a vue il y a 1000 ans. Parce que le temps que la lumière de la supernova vienne jusqu'à nous, du coup elle a eu lieu environ il y a 7000 ans. Eh bien cette supernova a produit une nébuleuse, qui se trouvait être la nébuleuse du crabe. C'est d'ailleurs la plus connue des rémanents de supernova. On remarquera évidemment que leurs tailles sont gigantesques comparées aux étoiles qui les produisent. Elles sont un peu comme les nébuleuses planétaires, car elles sont toutes deux nées de la mort d'une étoile. Ce qui me fait une excellente transition d'ailleurs pour expliquer ce qu'est une nébuleuse planétaire. Donc les nébuleuses planétaires qui sont en fait des planètes constituées de gaz et de poussière, et non je déconne. Alors quel est le rapport entre une nébuleuse planétaire et une planète? Aucune. Hormis peut-être leur histoire. Le terme de nébuleuse planétaire a été abordé pour la première fois en 1784. C'est William Herschel qui a inventé ce nom après avoir observé une nébuleuse ressemblant fortement à une planète. Et c'est parce qu'elle ressemble à une planète qu'il a décidé que ce genre de nébuleuse s'appellerait nébuleuse planétaire. Voilà, c'est tout. Mais qu'est-ce qu'une nébuleuse planétaire? Comme je l'ai dit tout à l'heure, les nébuleuses planétaires c'est un peu la même chose que les rémanents de supernova, car elles proviennent toutes deux d'étoiles mourantes. Sauf que la nébuleuse planétaire ne proviendra pas d'une explosion gigantesque. Elle provient d'étoiles bien plus petites qui ne sont pas destinées à exploser, mais à augmenter de taille de plus en plus au cours de leur vie, puis vient le moment où elles rétrécissent. Et lorsqu'elles rétrécissent, c'est-à-dire lorsqu'elles commencent à mourir, elles projettent toute une infinité de particules de gaz et de poussière tout autour d'elles, provoquant ainsi la naissance de nébuleuses planétaires. En fait, c'est un peu comme si l'étoile éternuait en fait, ou comme si elle avait pété, enfin comme vous voulez. Donc comme exemple de nébuleuse planétaire, on peut par exemple citer l'œil du chat, celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Effectivement, ça doit certainement être un complot des chats, ces créatures si mystérieuses. Même quand on regarde cet œil, on est tout de suite intimidé et on a envie de se plier à ses quatre volontés. Ah oui, je vais te caresser et te donner à manger tout de suite. Oui, maître, je vais tuer tous les humains sur Terre et vous serez les seuls maîtres incontestés. Évidemment, vous l'aurez compris, je plaisante, hein. J'étais pas vraiment hypnotisé par cette nébuleuse. T'aurais plus tendance à être charmé par la constellation du grand chien. Il y a une constellation de chiens? Attention cependant, car les nébuleuses planétaires ne forment pas tout un cercle, contrairement à ce qu'on pourrait croire. On peut d'ailleurs citer l'exemple de la nébuleuse de la fourmi, animal qui d'ailleurs est très présent sur Terre. Et vu le nombre de fourmis qu'il y a, je pense qu'elles vont nous envahir si ce n'est déjà fait. Décidément, on n'est pas sorti de l'auberge, hein. Après cela, nous avons la nébuleuse de l'hélice, ou œil de Dieu. Elle se trouve à 450 années-lumière, et est donc l'une des nébuleuses les plus proches de la Terre. Ça va loin là, hein? Et oui, effectivement, cet œil vous regarde jour après jour, ne loupant aucun détail de votre vie salace. Aucun détail. Aucun putain de détail. Bon, je vais pas non plus toutes les citer, hein.
Les scientifiques supposent que dans 5 milliards d'années, lorsque notre soleil mourra, cela produira une nébuleuse planétaire. Et du coup, dans le ciel, on pourra avoir des milliers de jolies couleurs, ouais. Décor. Dans 5 milliards d'années, on verra rien du tout, puisque l'humain aura disparu de la surface de la Terre. Comme tout être vivant, d'ailleurs. Et la Terre elle-même. Enfin, je suppose. Et pour finir, nous avons les nébuleuses obscures, celles dont je vous parlais tout à l'heure. Donc tout d'abord, quelles sont leurs particularités? Eh bien, elles sont obscures. Donc comme vous pouvez vous en douter, dans ces nébuleuses obscures, il n'y a pas beaucoup d'étoiles. Mais alors, comment fait-on pour les apercevoir? Question qui nous vient de Jonathan Seyfeil et je dirais assez intéressante puisque c'est assez difficile, je dirais, de voir une matière sombre sans lumière autour. D'autant plus que cette question ne vient absolument pas de Jonathan Seyfeil puisque c'est un nom que j'ai inventé. Vous noterez ensuite que Seyfeil est le nom incomplet que l'on a donné à certaines étoiles supergéantes de notre galaxie. Tous ceux qui avaient remarqué ce petit clin d'œil gagnent un voyage aller simple sur l'une des étoiles Seyfeil de son choix. N'oubliez pas votre crème solaire car ça tape là-bas. Ou plutôt votre crème Seyfeil. En fait, pour voir ces nébuleuses, il faudrait qu'elles soient en contraste avec d'autres galaxies pour qu'on puisse les voir. Comme par exemple la nébuleuse de la tête de cheval. Ou sinon, on peut deviner très rapidement lorsque l'on regarde l'une de ces images où se trouve la nébuleuse. Où quelle est la nébuleuse? Où quelle est la nébuleuse, hein? Où quelle est la nébuleuse? Est-ce que ce serait cette lumière vive au bout de la flèche rouge? Ou bien cette petite étoile rouge au bout de la flèche bleue, hein? À moins que ce soit cette grosse étoile qui est pointée par la flèche jaune. Ou ce que la flèche verte pointe, ou bleu ciel, ou rose, ou orange, ou blanche. Et éventuellement celle en gris, hein, mais bon, c'est bien parce qu'on m'a dit qu'il fallait mettre 9 flèches en tout. Hein. Donc bon voilà, hein, j'ai dû en rajouter une dernière. Donc cette nébuleuse que vous venez de voir, du moins j'espère, se nomme Barnard 68 et se trouve à environ 500 années-lumière. Voilà, je pense vous avoir tout dit sur les nébuleuses, du moins un maximum de choses. En conclusion, je dirais que quand on regarde certaines nébuleuses, je dirais que... c'est tout simplement un complot pour détruire l'humanité. Mais sérieusement, regardez l'œil de Dieu, la nébuleuse de la fourmi, l'œil du chat... Ou même simplement la nébuleuse de la flamme, c'est un symbole pour nous montrer que ça va être bientôt l'apocalypse sur Terre. Puis elle a la tête de sorcière, la nébuleuse de la tarentule. C'est mignon une tarentule. Et toutes ces nébuleuses obscures, sans compter les piliers de la création, l'un des symboles de la beauté du cosmos, elles ont été détruites. Et je ne parle même pas de l'effroyable et horrifiante nébuleuse de tranche de citron. Je vous en parle pas, hein. Oui, c'est sûr. C'est la tranche de citron diabolique du cosmos, je confirme. Non mais tout ça c'est juste un vaste complot, hein. De qui? J'en sais rien du tout. Ça doit être un être diabolique, sans scrupule, qui a pour unique but de contrôler toute la planète, voire tout l'univers, dans l'unique but de nous manipuler et de faire le mal autour de lui. Je suis sûr que sous ses formes attrayantes et aguichantes, on aurait envie, face à lui, de le regarder, de l'observer, et de le prendre dans nos bras, de lui faire des câlins, et paf! Au moment où on s'y attend le moins, il nous poignarde dans le dos. Oh oui, je le vois, le filou. T'as pas encore fini ta vidéo sur les nébuleuses? Non mais t'attends quoi? Excuse-moi, c'est que c'est pas forcément facile à expliquer, tu sais, ils ont du mal à comprendre. Ouais. Ah. Sacré vélo citron. Vélo citron. Vélo citron. 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 Et je ne parle même pas de l'effroyable et horrifiante nébuleuse de tranche de citron. Non mais tout ça c'est juste un vaste complot, hein. De qui? J'en sais rien du tout. Ça doit être un être diabolique, sans scrupule, qui a pour unique but de contrôler toute la planète, voire tout l'univers, dans l'unique but de nous manipuler et de faire le mal autour de nous. Envie, face à lui, de le regarder, de l'observer, et de le prendre dans nos bras. Tu es renvoyé! En conclusion, je dirais que quand on regarde certaines nébuleuses, je dirais que... c'est tout simplement un complot pour détruire l'humanité. Oh que si, tu veux leur expliquer immédiatement, car tu sais que c'est ton job de faire ça, et on ne fait pas son travail à moitié, compris demi-portion? Et merde. Voilà, cet épisode est terminé, j'espère qu'il vous a bien écouté, qu'il vous a retiré toute envie de vous reproduire avec d'autres êtres humains, et qu'il va vous donner des cauchemars de moi en train de jouer du trombone à la nébuleuse d'Orion. Voilà, ciao tout le monde, et n'oubliez pas, observez bien le ciel, car lui aussi vous observe. Ouais. On est pas dans la merde. Ceci est la nébuleuse V838 Monocérotis. Elle ne vous rappelle rien,